Juin 1945. La guerre vient de s'achever depuis seulement quelques semaines, et pour la première fois, des soldats allemandes se retrouvent captives sur le territoire français. Helga, élevée dans la conviction inébranlable que la France incarnait une nation inférieure, décadente, promise à l'extinction, voit soudain ses certitudes ébranlées quand un jeune soldat français s'agenouille dans la poussière ocre du Roussillon et murmure « Ma chérie » à l'une d'elles. En un instant, un simple mot français pulvérise en quelques secondes ce que 6 années de propagande nazie avaient patiemment édifié. Le 8 mai, l'Allemagne capitule. En France, les rues résonnent de pleurs libérateurs, larmes de joie, de soulagement, de deuil pour les absents. 4 années d'occupation nazie, 4 années de déshonneur, de terreur, de famine, où des soldats allemands arpentaient les pavés parisiens en maîtres. Mais ce jour marque un tournant. Désormais, la France détient des prisonniers allemands chez elle, y compris des femmes. Le pays se reconstruit, routes défoncées, ponts détruits, et De Gaulle requiert de la main-d'œuvre. Près de 7400 paires de bras allemands captifs sont disponibles sur le sol français au plus fort de la période, entre 1945 et 1946, l'un des plus importants lots gérés par la France. Parmi eux, plusieurs milliers de femmes auxiliaires de la Wehrmacht, surnommées les Helferinnen, prononcées Helfererinnen. Ces auxiliaires ont soutenu l'armée allemande en assurant communication, secrétariat, tâches d'état-major. Elles portaient l'uniforme. Leur statut juridique reste ambigu, mais les Français les traitent selon la Convention de Genève de 1929, ce qui constitue déjà un choix. Un civil français reçoit entre 2000 et 2400 calories quotidiennes selon les régions. Insuffisant mais structuré. À Berlin ou Dresde, sous contrôle soviétique, des familles subsistent parfois avec moins de 800 calories, raclant les ruines pour pallier des rations fantômes. La France endure, l'Allemagne implose. C'est là que s'ouvre l'histoire d'Helga Brandt. Âgée de 24 ans, originaire de Munich, fille d'un ingénieur, issue d'une famille bourgeoise aisée sans excès. Pour elle, le monde se résume simplement. L'Allemagne prime sur tous, les Français sont mous, dégénérés, inaptes à l'organisation. En 1940, la Blitzkrieg allemande terrassant la France en 6 semaines confirmait tout cela à ses yeux alors qu'elle avait 19 ans. Mais mai 1945 bouleverse tout. Capturée en Alsace dans les ultimes combats, exténuée, crasseuse, perdue, Helga intègre un lot de 47 auxiliaires féminines entassées dans des camions militaires français. Nul ne leur dit la destination. La propagande nazie a instillé la panique. Torture, humiliation, exécution attendent les prisonniers. Elle serre les dents, fixe le plancher du véhicule. Elle baragouine un peu le français, appris à l'école, mais s'y refuse. C'est la langue de l'adversaire. Le convoi file vers le sud durant des heures interminables. Les femmes se tassent sous la bâche, moites de chaleur. L'air pue la poussière et l'essence. Silence total. Hormis le grondement du moteur, les soubresauts des roues sur les voies dégradées et parfois, au loin, le chant des cigales, inédit pour la plupart. Dans les villages traversés, des enfants français les observent passer depuis les bas-côtés. Certains pointent du doigt, mais pas de jet de pierre, pas d'insultes. À l'orée des Pyrénées-Orientales, halte à un barrage. Des soldats français contrôlent les papiers du conducteur. L'un d'eux, un jeuneau d'une vingtaine d'années, fine moustache, béret bleu marine de guingois, s'approche de l'arrière et soulève un pan de bâche pour jeter un œil. Son regard balaie les silhouettes muettes. Il croise celui d'Helga. Silence bref. Puis d'une voix posée, presque tendre, « Bienvenue en France, mesdames ». La bâche retombe. Le camion redémarre. Dans la poitrine d'Helga, une infime secousse la traverse. Elle ne saurait la nommer. Elle guettait la fureur, la violence, les hurlements, les baffes peut-être. Rien de tel dans ses mots. Pas de sarcasme, pas de rage, presque de la courtoisie qu'elle rechigne à admettre. Elle contemple ses mains sur ses genoux. Une conviction qu'Helga tenait pour inébranlable s'allégeait soudain. Le camion filait vers le sud, en direction du camp de Rivesaltes, immense centre de transit et de détention dans le sud de la France, où des milliers de prisonnières pouvaient être hébergées, et au-delà s'ouvrait pour elle une existence radicalement différente de tout ce qu'elle avait imaginé. Le véhicule freine brusquement dans un crissement strident. Helga encaisse la secousse qui la traverse de part en part, sans avoir eu le temps de s'y préparer. La bâche se relève d'un coup, laissant déferler la lumière du Roussillon, accompagnée d'une senteur inattendue. Dense, chaude, imprégnée d'aromates. Une soupe authentique qui émane d'un coin du camp et qui lui noue l'estomac d'une faim encore anonyme. On escorte les femmes jusqu'à leur baraque. Les constructions sont rudimentaires, avec des murs chaulés, des chalits en bois superposés, des couvertures grises impeccablement pliées sur les matelas. Rien de douillet, mais une propreté évidente. Helga dépose son maigre bagage au pied de son lit et observe les lieux. Ses compagnes en font autant, muettes, sur leur garde, scrutant les ombres pour y déceler une menace. Aucune ne surgit. À la place, une soldate française pénètre dans la baraque et annonce d'une voix nette, dénuée d'agressivité, que le dîner sera distribué dans 1 heure.
Ce premier repas constitue un véritable choc, non pas par sa splendeur, mais par sa simple existence. Elles reçoivent une soupe consistante, une soupe au pistou aux haricots blancs, courgettes, carottes, surmontée d'un filet d'huile d'olive verte luisante. À côté, une tranche de pain blanc, 350 grammes par détenu et par jour, ration officielle établie par l'administration militaire française, tenue de respecter la Convention de Genève de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre. Pour ces femmes qui avaient tenu les derniers mois de conflit sur des maigres distributions militaires, quasi inexistantes, ce pain blanc relève du miracle. Greta, la benjamine du groupe à 19 ans, avec ses cheveux blonds coupés courts et ses taches de rousseur sur le nez, avale si goulûment qu'elle s'étrangle. Nul ne se moque, nul ne la toise avec dédain. Une gardienne française lui tend simplement un verre d'eau. Elga mange posément. Elle savoure chaque bouchée, mâche avec application. Elle contemple la soupe dans son écuelle, les morceaux de légumes, le bouillon d'un or pâle. Au cours des dernières semaines en Allemagne, ce n'était que du pain noir rassis et de la margarine, quand elle en avait. Souvent, rien. Elle évoque les civils allemands croisés dans les rues de Munich avant son départ. Visages cendreux, silhouettes émaciées, enfants aux membres frêles. Et voilà qu'ici, dans un camp de prisonnières français, on lui offre une soupe à l'huile d'olive. 3 jours après son arrivée, Elga est assignée à la corvée en cuisine. Elle franchit la porte de la vaste cuisine du camp et se fige sur place. Des marmites en cuivre, des sacs de farine de 25 kg béants le long du mur, des caisses regorgeant de tomates, d'aubergines violacées, de courgettes vertes et de poivrons rouges. Tout cela fraîchement livré chaque matin par les marchés catalans de la région. À cet instant précis, en Allemagne, sa mère patientait sans doute en file pour du pain noir. Ici, les légumes abondaient. Derrière le vaste plan de travail, le sergent Marcel Fontaine fredonne un air. Âgé de 38 ans, il arbore de larges mains et un tablier blanc, maculé de jus de tomate. Avant-guerre, il gérait un modeste restaurant à Montpellier, réquisitionné par l'armée, avant d'être muté au camp comme chef cuisinier. Il ne considère pas les prisonnières comme des adversaires. Il ne les cajole pas d'une bienveillance artificielle et surjouée. Il les traite en êtres humains présents dans sa cuisine, tenus d'apprendre à trancher les légumes avec précision. Lorsque Elga épluche les tomates en tranches trop grossières, il s'approche, lui démontre le geste idoine et lance. Comme ça, plus finement, le bouillon sera plus savoureux. Voilà tout. Jackie, sans irritation, sans reproche, elle affine ses coupes. Une semaine plus tard, un camion de ravitaillement supplémentaire pénètre dans le camp. Les soldats français déchargent des caisses d'oranges rondes et éclatantes d'Espagne, du fromage de brebis des Pyrénées encore gainé de sa feuille de châtaignier et au fond du véhicule, des cartons rectangulaires. Un garde en soulève un et procède à la distribution. Des tablettes de chocolat, une par prisonnière et par semaine, dûment inscrites au registre du camp, signées et tamponnées. Elga prend la sienne et la contemple dans sa paume. Dans l'Allemagne nazie, le chocolat avait déserté les étals depuis des lustres. Elle se remémore sa dernière dégustation. Elle avait 16 ou 17 ans. Elle défait l'emballage avec précaution. Elle brise un petit carré, le glisse dans sa bouche. Greta, à ses côtés, a les yeux pétillants. Elle reste silencieuse. Les mots sont superflus. Pourtant, ce qui touche Elga au plus profond, ce n'est pas tant la nourriture que l'infirmerie. Au bout de quelques semaines, 2 de ses compagnes succombent à une grave fièvre et à une pneumonie. On les emmène à l'infirmerie du camp, où officie sœur Marie-Thérèse, une femme menue et vive d'une 50aine d'années, ex-Croix-Rouge, au geste assuré et au regard serein. Elle leur injecte de la pénicilline, encore si rare et coûteuse, fabriquée en série depuis peu par les Américains pour les forces alliées. Pendant ce temps, en Allemagne, à Château-d'Eau, les chirurgiens opèrent sans anesthésie dans des cliniques en ruine, manquant de tout. Ici, des prisonnières ennemies ont droit aux remèdes les plus avancés au monde. Les 2 malades s'en sortent en 10 jours. Le soir, dans sa baraque, Elga sort le carnet distribué à l'arrivée. La Convention de Genève permet aux captifs de noter un journal. D'une main tremblante et d'une écriture compacte, elle griffonne « Je ne saisis pas ces gens. On nous a seriné qu'ils étaient inférieurs. Or ils mangent mieux que nous. Ils nous soignent mieux que nous et ne paraissent pas nous détester autant que nous les avons détestés. » Elle rabat le carnet. Dans l'obscurité, elle contemple le plafond. Une conviction qu'elle tenait pour solide s'effrite un peu plus. Pire encore, elle se met à douter d'avoir jamais eu raison. Elle ignore que les réponses à ses interrogations ne viendront ni d'un livre, ni d'un plat, ni d'un soin. Elles surgiront d'un simple mot, 2 syllabes lâchées dans la poussière ocre d'un champ de tomates, par un jeune soldat sans arrière-pensée. Cette agitation intérieure, cette lézarde discrète qui grandit en elle, trouvera son nom en juillet, sous la fournaise du Roussillon, car là-bas le soleil ne s'embarrasse pas de formalités. Il cogne la terre rouge dès l'aube et ne relâche rien jusqu'au crépuscule, comme pour arracher la vérité à tout ce qui l'effleure. Ce jour-là, à 6 heures, Elga et 23 codétenus,
soit la moitié de leur escouade, sont extraites du baraquement. On leur annonce qu'elles iront cueillir des tomates chez un fermier du coin, dans le cadre d'un programme officiel de l'armée française. Chaque travailleuse empoche une dizaine de francs par jour, une misère dont une fraction est prélevée par le camp, le reste crédité sur un carnet individuel. Peu mais tangible, la colonne progresse sur un sentier poussiéreux, flanqué de 2 sentinelles françaises. La terre rougeoie sous leurs semelles, vignes alignées de part et d'autre, lézards filant entre les cailloux. Helga garde les yeux rivés au sol. Munich lui traverse l'esprit, sa mère, le monde d'avant. Avant la guerre, avant l'uniforme, avant cette existence. Le garde en tête, Jean-Louis Marchetti, 22 ans, originaire de Marseille, se trahit par son accent mélodieux, ondulant comme une houle. Son fusil pend en sautoir tel un baluchon. Il ne vocifère pas, ne profère pas de menaces. Il sifflote durant ses tours de garde. Jean-Louis n'est pas un saint. L'oisiveté du camp l'assomme. Il bâille, soupire sous la canicule, mais accomplit son devoir sans méchanceté. Et en 1945, cela compte déjà. Les femmes s'alignent entre les plants de tomates et se mettent à l'œuvre. Le soleil grimpe, la transpiration plaque les habits, les doigts s'empourprent et se gâtent de jus. Helga observe ses paumes tachées de pulpe, ses mains qui tapèrent des fiches pour la Wehrmacht, signaient des procès-verbaux. Aujourd'hui, elle compte des fruits dans le sud de la France, sous l'œil d'un siffleur nonchalant. L'après-midi s'étire, la touffeur vire à l'intolérable. C'est alors que Greta chute, son pied heurte une motte de terre compacte. Elle s'effondre brutalement, main tendue, un cri étouffé au contact du sol rouge. Elle agrippe sa cheville droite, le visage livide sous le soleil. Jean-Louis surgit en 3 secondes. Il s'accroupit dans la poussière sans un regard pour les autres, palpe la cheville avec délicatesse et dextérité, comme un habitué. Greta le fixe, yeux écarquillés, figés. Toute l'équipe s'immobilise. 23 silhouettes plantées entre les rangs, observant. Puis Jean-Louis croise son regard et lâche, d'un ton paisible et spontané, sans la moindre hésitation. « Ça va, ma chérie ?» Un silence absolu s'installe. Rien d'autre que le vent tiède qui file entre les plants de tomates. Helga a parfaitement saisi ses paroles. Elle sait ce que signifient ces 2 mots « ma chérie ». Figée sur place, les mains figées au-dessus d'un plant de tomates, elle observe Jean-Louis qui soutient Greta pour la remettre debout, l'emmène à l'ombre d'un arbre et appelle un autre garde pour qu'on lui apporte de l'eau. Il n'a pas pris le temps d'y songer, ni de peser ses actes. Ces mots lui ont échappé naturellement comme ils le font chaque jour à Marseille. On les glisse à une voisine, à la boulangère, à une inconnue qui trébuche sur le trottoir. C'est une expression du Sud, banale et quotidienne, qui signifie tout bonnement « tu existes, tu comptes à mes yeux ». Mais pour Helga, c'est une explosion. Toute la soirée, elle rumine ces 2 mots. Elle avale sa soupe sans en sentir le goût. Installée sur son lit, elle contemple le mur. « Ma chérie », jamais personne ne lui avait adressé la parole ainsi dans l'armée allemande. Ses officiers la traitaient en chien, en matricule, en simple rouage. Même sa famille, moulée dans la rigueur du régime, avait oublié la tendresse. Et voilà qu'un soldat ennemi, un Français, s'agenouille dans la poussière pour soigner une prisonnière allemande et lui parle comme à un être humain digne d'attention. Son carnet s'ouvre, les phrases surgissent peu à peu. Il lui a dit « ma chérie », comme si elle comptait, comme si nous comptions toutes. J'ai passé 6 ans à me persuader que nous étions le peuple supérieur. Or un soldat d'un peuple que l'on disait inférieur traite l'une des nôtres avec plus de gentillesse que je n'en ai reçu de nos officiers. Je ne sais plus que croire, ni que penser. Le lendemain matin, pour la première fois depuis son arrivée, elle répond en français à la gardienne qui annonce l'heure du repas. Un seul mot, merci. La gardienne poursuit son chemin sans s'étonner, comme si c'était banal, comme si ça avait toujours été le cas. Dans les semaines suivantes, Helga change imperceptiblement. Elle se met à parler français. D'abord quelques mots, puis des phrases courtes. Elle discute avec sœur Marie-Thérèse, la petite infirmière vive et affairée, qui lui répond patiemment, corrige ses fautes sans une once de moquerie. Elle converse avec le sergent Fontaine à la cuisine, qui lui enseigne les noms des légumes et lui révèle les secrets d'une vraie ratatouille. « Pas à la va-vite, hein » insiste-t-il. Les légumes mijotent à feu doux, chacun à son tempo. Elle échange parfois avec Jean-Louis pendant les corvées au champ et son accent marseillais lui arrache un sourire involontaire. Un gardien lui prête un livre usé, à la couverture cornée. Des textes de Victor Hugo. Helga ne saisit pas tout, mais assez pour être touchée. Des passages sur la liberté, la dignité humaine, la justice. À l'école allemande, on lui avait seriné que la force primait tout, que la faiblesse était un vice, que la pitié menait à la ruine. Victor Hugo prône l'inverse. La noblesse d'un peuple se juge à sa clémence envers les plus faibles, les vaincus, les captifs.
Un soir, la radio de la cantine crachote une chanson. Une voix masculine légère et pure évoque la mer, le ciel, les vagues. La mer de Charles Trenet. La mélodie est limpide, presque puérile. Elga s'assied et écoute jusqu'au bout. Quand elle s'achève, les larmes ne coulent pas. Elle demeure là, main posée à plat sur ses genoux et prend conscience qu'enfin, depuis des mois, elle ne se contente plus de survivre. Pour la première fois depuis une éternité, une paix l'envahit. Le mur s'effondre sans bruit, avec la douceur paisible de ce qui attendait depuis longtemps de céder. Elle saisit alors ce qu'aucun enseignement de la Hitlerjugend ne lui avait jamais révélé. La France avait perdu la bataille de 1940, subi l'occupation, l'humiliation, les blessures. Mais elle n'avait pas égaré l'essence qui pousse un homme à s'agenouiller dans la poussière pour une étrangère blessée. Ses soldats glissaient « ma chérie » aux prisonnières ennemies. Ses cuisiniers partagèrent leurs recettes. Ces infirmières pansettent les plaies sans interroger sur le camp combattu. Elle trace une dernière ligne dans son carnet avant d'éteindre la lumière. Nous pensions être les plus forts, mais ce sont eux les plus libres. Elle referme le carnet sur ces mots et n'y revient plus. Certaines vérités se suffisent à elles-mêmes. Elle s'installe et reste octobre 1946. Des mois s'étaient écoulés depuis cette première soirée où l'odeur de la soupe avait envahi le camp et voilà qu'on lui annonçait pouvoir regagner son foyer. Si tant est qu'elle se rappela encore ce que ce terme signifiait. Le jour de son départ, elle refait son lit pour la dernière fois, mue par l'habitude ou par déférence, elle n'en est pas sûre. Elle replie sa couverture grise avec soin, comme au tout premier jour. Elle rassemble ses maigres effets, une petite valise légère, identique à celle de son arrivée, mais remplie à présent d'objets bien différents. Le sergent Fontaine l'attend devant la cuisine. Une bouteille de verre sombre à la main, close d'un bouchon de liège, de l'huile d'olive locale produite par un cultivateur du Roussillon qu'il connaît depuis 20 ans. Il la lui tend, sans un mot superflu, sans fioriture. « Pour que vous n'oubliez pas le goût du Sud », murmure-t-il simplement. Elga accepte la bouteille et répond d'un merci sobre. Fontaine incline la tête et regagne sa cuisine, où une préparation mijote déjà sur le feu. Sœur Marie-Thérèse, la frêle infirmière vive comme l'éclair, surgit aussi. À la dernière seconde, elle glisse un mince recueil de poèmes de Paul Éluard, poète de la résistance française, parmi les affaires d'Elga. La couverture en est bleue et dépouillée. L'infirmière s'immobilise un bref instant, pose sa main sur le bras d'Elga l'espace d'une seconde, un geste qui exprime l'indicible. Elga songe à Greta, à la tablette de chocolat, à la soupe au pistou de ce premier soir, à la voix de Charles Trenet diffusée par la radio de la cantine. Elle songe à Jean-Louis et à ces deux mots lancés dans la poussière rouge. Elle grimpe dans le camion avant que les larmes ne montent. Le trajet jusqu'à Perpignan s'effectue dans un mutisme pesant. De là, un train la conduit vers Strasbourg, puis l'Allemagne. Par la vitre, Elga contemple le décor qui file. Les vignes du Languedoc, les garrigues dorées, les villages de pierre aux clochers trapus, les marchés où des femmes remplissent d'osier leurs paniers de légumes. La France défile sous ses yeux tel un adieu paresseux. Toute la durée du voyage, elle serre sur ses genoux la petite bouteille d'huile d'olive comme un objet précieux qu'elle craint de voir se briser. À Strasbourg, elle prend un autre train et le paysage s'assombrit du même coup. Les teintes virent au gris, les figures sur les quais paraissent closes et épuisées, les habits usés jusqu'à la corde, les gamins qui s'agitent ont des jambes filiforme. Elga appuie son front contre la vitre glacée du wagon et observe. Ses traits lui sont familiers, le visage de son peuple. Pourtant, après 16 mois en France, ce spectacle la frappe comme un choc imprévu. Le convoi pénètre en gare de Munich en fin d'après-midi. Elga pose pied à terre, dépose sa valise et scrute les lieux. Munich, sa ville natale, celle de son enfance où elle avait appris à vénérer la grandeur allemande. Plus de la moitié des édifices du centre-ville sont rasés et dans certains quartiers jusqu'à 70% par les bombes alliées. Ce ne sont pas de froides statistiques. C'est le spectacle qui s'offre à elle. Des façades béantes, fenêtres aveugles ouvertes sur le ciel. Des amas de débris que des femmes déblaient à la main, brique après brique, pelletée après pelletée. On les nomme les Trümmerfrauen, les femmes des ruines. Des enfants en manteau trop ample fouillent les gravats en quête d'un trésor utile. Elga se dirige vers l'appartement familial. À 25 minutes à pied, le tramway ne circule plus sur cette ligne. Elle longe les carcasses d'une ancienne boulangerie, d'un cinéma, d'une école. Coquille vide, elle oblique dans sa rue. L'immeuble tient encore à moitié debout. Le toit s'est écroulé d'un côté. Les fenêtres du 3e étage sont obturées par des planches clouées à la va-vite. Elle gravit l'escalier, dont les marches grincent autrement qu'autrefois, comme si la maison entière souffrait d'une plaie. Sa mère entr'ouvre la porte. À 52 ans, elle en paraît 60. Ses cheveux ont blanchi pour l'essentiel. Ses mains rougies et crevassées trahissent un labeur acharné pour survivre. Elle dévisage Elga un long moment, puis l'étreint sans un mot. Elle demeure enlacée sur le seuil, immobile, comme pour un temps infini. L'appartement n'offre plus que 2 pièces habitables sur 4.
La troisième voit son plafond prêt à s'effondrer. La quatrième abrite du bois pour l'hiver imminent. Le couloir est déjà frisqué. Une couverture bouche la fenêtre pour stopper les courants d'air. Sur la table de la cuisine trône un pain noir compact et une marmite de soupe claire, presque de l'eau avec quelques rondelles de navet. À Munich, les civils ne touchent actuellement que 1000 à 1200 calories quotidiennes via les rations de la zone américaine. Un apport bien trop faible pour un adulte en activité et souvent réduit encore par les aléas de la logistique occupante. Helga déballa sa valise, en tira la modeste fiole d'huile d'olive qu'elle plaça sur la table. Sa mère l'observa comme si cet objet provenait d'une autre galaxie. L'huile, d'un or limpide, scintillait sous la lueur timide de l'ampoule. Elle avança la main, effleura le verre du bout des doigts et murmura d'une voix douce « Côte-16-bas ». Helga s'expliqua patiemment, pesant chaque terme. Elle évoqua le camp, les plats du sergent Fontaine, les tomates du Roussillon, les oranges d'Espagne, le chocolat hebdomadaire, la pénicilline à l'infirmerie. Elle raconta sœur Marie-Thérèse et Victor Hugo, la radio, Charles Trenet. Puis Jean-Louis, ces deux mots lancés dans la poussière ocre, la chute de Greta près de son champ de tomates, ce silence absolu qui s'était abattu ensuite. Sa mère l'entendit sans broncher. Son expression restait impénétrable. Pas d'incrédulité, pas de fureur, pas de réconfort, seulement une écoute épuisée et entière. Lorsqu'Helga acheva, elle demeura muette un long instant. Enfin, elle articula tout bas. Bas, côte, 17, bas. Helga observa sa mère, la soupe fade dans la casserole, la fiole d'huile dorée entre elles, et elle répliqua « Nos ennemis nous ont considérés comme des êtres humains et c'est ce qui m'a le plus bouleversé. » Sa mère baissa les yeux. Elle se tut, elle saisit la bouteille, l'ouvrit avec ménagement et y préleva quelques gouttes ambrées pour les verser dans la soupe translucide. Une fragrance s'éleva aussitôt, chaude, mûre, vibrante. Un parfum du midi dans une cuisine munichoise glacée d'octobre. Les deux femmes avalèrent leur potage en silence. Mais ce soir-là, il avait un autre saveur. Par la suite, Helga se fit institutrice. Dans une école primaire de Munich, elle instruisit des gamins nés au cœur des décombres, voués à rebâtir un univers neuf. Elle leur dispensa le français, non comme une simple langue, mais comme un trésor chargé d'histoire. Elle dépeignit la France en termes clairs et sincères. Sans taire la guerre, la honte, ni les fautes immenses de sa génération, elle leur rapporta aussi ses découvertes. Un peuple qui avait tous les motifs de haïr et qui, le plus souvent, avait opté pour la clémence. En 1946, elle ignorait que ses leçons dans cette humble classe participaient à un mouvement plus vaste. En 1963, lorsque De Gaulle et Adenauer parapha le traité de l'Élysée, elle l'entendit à la radio, seule, face à sa salle désertée. Elle resta figée, paume à plat sur le pupitre, un bon moment. Elle ne revint jamais en France. Pourtant, chaque automne, elle expédia une carte postale, adressée au camp de Rivesaltes, transformée en lieu de mémoire. Toujours la même phrase, tracée de sa plume appliquée d'enseignante en français. Côte 19. La dernière datait de 1987. Elle avait 66 ans. Sa main chevrotait légèrement, mais les mots demeuraient inchangés, car d'aucune vérité ne s'altèrent avec les ans. Helga Brandt n'a pas transformé le monde. Elle a simplement rejeté la haine qu'on lui avait léguée. Et dans sa classe munichoise, où des enfants balbutiaient « bonjour » en français, cela valait peut-être tout.